Salut les copains photographes, aujourd'hui on va démarrer l'aventure du full frame ensemble et on va commencer à regarder le Sony Alpha 7R3 et le Sony Alpha 7 III et essayer de comprendre pourquoi la décision n'est pas si facile que ça pour un photographe de paysage. Alors comme promis, je vous emmène dans mon aventure à la recherche du plein format parfait. Vous savez que c'est un truc qui me titille depuis longtemps, et là il se trouve que ça commence à devenir de plus en plus concret pour moi, l'idée de passer au plein format, de faire ce fameux gros investissement, parce que boîtier plus objectif ça fait des gros investissements. En termes de photos, évidemment, ça permet de se faire plaisir, mais pour moi, c'est plus en termes de vidéos, et même pas pour les vidéos YouTube. Ça se justifie par mes activités pro, donc ma petite boîte qui, comme je vous le rappelle, fait du conseil YouTube aux entreprises. Et il se trouve que pour les entreprises avec lesquelles je commence à travailler, très souvent, je suis amené à tourner les premières vidéos pour eux, et souvent, il y a de la demande soit de 4K, soit de slow motion, ce que ne peut pas faire mon matériel actuel. Et donc voilà, de toute façon, quitte à en changer, autant passer sur du matos de ce type-là. Et donc tout de suite, pour mettre de côté aussi, pourquoi pas Canon, Nikon et compagnie, moi je veux du mirrorless aujourd'hui parce que c'est là que se trouve toute la technologie, on va dire, les dernières grosses avancées, notamment pour faire de la vidéo. Et puis Canon et Nikon, certes, sont sur le chemin de sortir leur mirrorless, mais on ne sait encore pas quand ça va sortir, peut-être qu'il va encore falloir attendre un an. Et très honnêtement, je doute qu'ils arrivent à sortir dès le départ des boîtiers qui ont tout ce qu'il faut dedans, comme on peut trouver aujourd'hui chez Sony. À mon avis, ils vont devoir faire quelques petits balbutiements. Voilà, j'ai l'impression qu'ils partent de tellement loin que j'y crois pas trop. Donc tout ça pour dire, puis en plus j'ai pas tellement d'objectifs Canon plein format de toute façon, donc je vais devoir de toute façon tout changer. Donc voilà, moi j'ai décidé a priori de partir avec Sony et plutôt plein format que micro 4 tiers style Panasonic GH5, parce que pour moi la photo est aussi importante que la vidéo, et ce type de boîtier micro 4 tiers pour la photo est un peu plus limité. Voilà, comme ça j'ai répondu déjà aux premières questions qu'il y a dans les commentaires, je pense. Et donc aujourd'hui, vous savez que j'hésite énormément, et ce sera certainement entre le Sony Alpha 7R III et le Sony Alpha 7 III. J'ai aucune affiliation avec Sony, malheureusement. J'essaie de les contacter, mais j'ai aucune réponse par mail ni rien, donc bon, c'est un peu dommage. Pourtant, j'ai le bon contact a priori. Et donc du coup voilà, j'ai pris mes petites notes ici. Je ne vais pas vous faire un récapitulatif de toutes les stats et de toutes les spécifications, juste pour dire que quand le Alpha 7R III est sorti, donc c'est le boîtier avec beaucoup de mégapixels, 42 mégapixels, ça a été une sorte de petit raz-de-marée, en même temps que le Nikon D850, c'est deux boîtiers qui savent tout faire. Plein format, avec 10 images par seconde, qui tournent de la vidéo en 4K, enfin ils savent tout faire plutôt bien, avec des gros capteurs. Donc on a un peu l'impression que c'était les appareils photo ultimes. Et puis Sony a sorti le Alpha 7 III, qui fait à peu près tout pareil, sauf que le capteur est moins gros, 24 mégapixels, mais dans la majorité des cas c'est largement suffisant. Il y a même quelques points où il est meilleur, et surtout il coûte 1200 € moins cher. Donc du coup, la décision est plus si facile que ça, et à peu près tous les gens qui aujourd'hui comparent les deux disent partez sur le Sony Alpha 7 III. Mais moi, je m'y intéresse notamment pour la photo de paysage, parce que niveau vidéo, je vais avoir à peu près les mêmes capacités dans les deux boîtiers. Pour la photo de paysage, par contre, c'est pas si simple que ça, donc on va faire un petit tour des petites différences entre les deux qui font hésiter, et du coup, j'aimerais me baser sur vos commentaires pour essayer de faire une décision. Allez, c'est parti. Les avantages du Alpha 7R III. Il a la petite technologie qui s'appelle Pixel Shift, vous savez, où on peut prendre 3-4 photos avec un tout petit décalage du capteur. Ça marche que si on est sur trépied, ça prend une seconde à prendre les photos, donc il faut qu'il n'y ait pas le moindre mouvement partout dans la photo. Mais ça m'arrive quand même assez régulièrement, sur des photos de paysage notamment, d'avoir des scènes complètement figées, et dans ces cas-là, je pourrais l'utiliser pour avoir beaucoup plus de définition encore sur ma photo. Donc voilà, ça c'est un intérêt, et c'est quelque chose que n'a pas le Alpha 7 III. L'écran et le viseur ont une meilleure résolution. Alors ceux qui ont comparé les deux disent qu'a priori la différence est vraiment pas flagrante, et surtout quand on les a pas l'un à côté de l'autre. Mais je me dis toujours que moi, si j'achète un de ces deux boîtiers-là, c'est parce que c'est des boîtiers que je vais pouvoir garder 4-5 ans, un petit peu comme le 70D, qui sont des boîtiers hyper complets, qui font tout à peu près bien. Ils sont spécialisés dans rien, mais ils font tout à peu près bien, et moi, c'est ça que je cherche. Et donc, du coup, d'avoir quelque chose qui est un petit peu prêt pour l'avenir, on va dire. Donc par exemple, le viseur en particulier, il envoie des images à 120 images secondes au lieu de 60 images secondes sur le Alpha 7 III. Et donc je me dis que c'est peut-être quelque chose où pour l'instant ça ne nous choque pas, mais peut-être que d'ici 3-4 ans, on aura pris l'habitude d'avoir une plus grande fluidité, donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est important, il faudrait que je vois directement dedans.
Et puis, alors évidemment, la taille du capteur, 42 mégapixels contre 22 pour l'autre, je crois, non 24 pour le Alpha 7 III. Alors ça peut paraître une grosse différence, c'est à peu près 60-70% de plus, mais en réalité quand on regarde la largeur et la longueur de chaque photo, c'est 8000, à peu près 8000 par 5000 pour le Alpha 7R III, et à peu près 6000 par 4000 de l'autre côté. Donc en fait, si on les superpose, on se rend compte qu'on a un cinquième de plus en profondeur, et puis à peu près un quart de plus, même un tiers de plus en largeur. Donc finalement, ça fait pas si énorme que ça. Mais je me suis rendu compte quand même que c'était le même genre de saut en termes de nombre de pixels que ce que j'ai entre mon 1100D et mon 70D. Mon 1100D, il a 12 mégapixels, le 70D a 20. Et j'avoue qu'à l'usage, je vois quand même bien la différence. Va falloir que je refasse un petit tour sur mes photos. Enfin, je vais même plutôt prendre une photo exactement la même au 1100D et au 70D et analyser ça pour voir si la différence est si flagrante que ça. Je vous communiquerai les résultats probablement sur Facebook à mon avis. Mais donc voilà, c'est quand même un saut significatif là-dedans. Autre avantage quand on a un gros capteur comme ça, c'est qu'on peut utiliser le crop, le recadrage. Donc j'imagine que... en fait voilà, pour dire les choses autrement, moi je vais considérer que si j'ai un objectif correct, une photo de 15 mégapixels, c'est largement suffisant pour faire des impressions, des choses comme ça. Voilà. Si j'ai le Alpha 7 III, qui est à 26 mégapixels, non 24 mégapixels, on va y arriver, alors attendez, je vais reprendre le truc dans le bon sens. J'ai fait à peu près les conversions. Donc, je pars du principe que j'ai un objectif du style 100-400, comme le Sigma que j'ai testé récemment, dont j'étais très content. Parce que pour moi, c'est transportable, je ne veux pas avoir d'objectif plus gros que ça, voilà, c'est mon parti pris pour l'instant. J'ai un 100-400, j'ai pu voir qu'un 100-400 monté sur un APS-C, sur mon 70D, donc ça nous fait un équivalent 640 mm. Pour ma pratique de la photo animalière où je me balade, je reste assez loin des animaux en général, c'est pas encore toujours suffisant, donc il faut encore recropper dans la photo. Et donc si je me limite à 15 mégapixels de photo finale et que je veux recropper dedans, c'est comme si j'arrivais à avoir une photo à peu près équivalente à un 640 mm, du coup c'est à peu près la même chose, parce que je serai en plein format 400 mm. Je mets mon crop qui fait que je passe de 26 mégapixels à 15 mégapixels et j'arrive à peu près à 640 mm. Donc j'aurai le même genre de cadrage que ce que j'ai eu avec mon 70D. Si je le passe sur un capteur de 42 mégapixels dans lequel je peux cropper beaucoup plus, on peut se retrouver du coup à une focale équivalente à 1100 mm pour avoir cette même photo à 15 mégapixels. Donc là je me dis ça peut être quand même vachement intéressant l'air de rien parce que ça fait quasiment un zoom x2 par rapport au Alpha 7 III. Donc par rapport à ma pratique photo animalière, encore une fois, qui est vraiment pas celle de tout le monde, je pense que ça pourrait être assez intéressant d'avoir cette possibilité de cropper dedans. En paysage, ça peut permettre aussi de cropper les bords d'une image, c'est-à-dire prendre volontairement un objectif qui shoot un petit peu plus large que ce que j'ai besoin, et puis recropper les bords de l'image si jamais il y a des défauts de l'objectif, parce que c'est souvent dans les coins et dans les bords qu'il y a des petits défauts. Donc ça pourrait être un avantage aussi, je pourrais recropper les bords de l'image et encore avoir une photo à 30 mégapixels, alors que dans l'autre sens, on se retrouve à 15, 16, 17 mégapixels, ce qui commence à être limité en photo de paysage si on veut faire des grands tirages. Donc voilà, j'ai un intérêt en fait à pouvoir cropper dans mes photos. Et en vidéo, a priori, le Alpha 7 R3 est meilleur aussi quand on filme en mode crop, donc en mode quasi APS-C. Donc pour justement pouvoir filmer des choses qui sont plus loin, on peut toujours filmer en 4K, mais c'est une meilleure 4K dans ces conditions-là. Et enfin, dernier point, d'avoir beaucoup de mégapixels peut permettre de faire des plus grands tirages. Alors j'ai aucune idée de si je vais en avoir besoin dans les prochaines années. Pour moi, il y a toujours cette question de... enfin, c'est toujours le débat, mais on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir tant de mégapixels pour les partager sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi on achète des réflexes, pourquoi on a des gros boîtiers, etc. C'est toujours pour du au cas où. C'est au cas où, demain, dans un voyage, j'ai une photo que je trouve extraordinaire, qui sera peut-être la photo qui va me lancer, qui va me permettre de faire des expos, des machins, j'en sais rien. Et cette photo-là, je veux pouvoir la prendre dans la meilleure qualité possible. Donc c'est toujours pour du au cas où. Et donc au cas où, avoir un capteur avec plus de mégapixels, l'air de rien, eh ben, ça peut servir, en tout cas ça peut éviter d'avoir des regrets. Donc voilà, et surtout, qui sait, dans 4-5 ans, ce que je ferai avec mes photos. Est-ce que je n'aurais pas commencé à vendre des impressions, à vendre des tirages, à faire des expos, j'en sais rien. Voilà, c'est une question que je me pose. Donc ça permet d'être plus tranquille vis-à-vis de l'avenir là-dessus. Du côté du Alpha 7 III maintenant. Le prix. 1200 € de moins, c'est énorme, c'est énorme. On peut le trouver, je crois, à 2300 €, là où le 7R3 il est à 3500.
Avec 1200 euros, on peut s'acheter 2 objectifs corrects ou un super objectif. Donc l'air de rien, ça compte quoi, ça compte énormément. Et évidemment, pour être tout à fait honnête, si le Alpha 7R3, Alpha 7 III était sorti à 3000 euros, j'aurais même pas réfléchi. A priori, en basse lumière en vidéo, il est plus performant. Là, c'est encore une fois des histoires de nombre de pixels qu'il récupère pour tourner en vidéo, etc. Mais en basse lumière, il est plus performant, ça c'est un fait. Maintenant, moi j'utilise très peu la vidéo en basse lumière, très très peu. Donc pour moi, c'est pas un critère important. Et de la même manière en photo, alors en photo c'est un peu plus discutable, mais j'ai fait pas mal de recherches là-dessus, donc je vous présente un peu les résultats en même temps. En photo, il est meilleur en basse lumière si on zoome à 100%, si on peut regarder au niveau du pixel. Évidemment, chaque pixel sur le Alpha 7R3 est plus petit que sur l'Alpha 7 III, vu que dans le même capteur, on en met plus des pixels, donc les pixels sont plus petits. Donc forcément, ils génèrent plus de bruit, parce qu'ils ont capté moins de lumière, donc ils génèrent plus de bruit. Sauf que quand on regarde les photos au même niveau d'agrandissement, on se rend compte qu'en fait, le niveau de bruit est exactement le même, vraiment similaire entre les deux. C'est-à-dire que si je vais imprimer une photo prise avec le Alpha 7R3 ou une photo prise avec le Alpha 7 III sur la même taille de tableau, je vais avoir exactement le même résultat. Donc pour moi, c'est pas vraiment un souci. Puis comme je vous dis, de toute façon, je fais très peu de photos en basse lumière ou dans les ISO élevés, donc c'est pas gênant. A priori, l'autofocus est meilleur aussi. Sur le Alpha 7 III, il y a plus de points d'autofocus. Alors bon, les points d'autofocus, je m'en sers pas plus que ça. C'est bien pour faire du suivi de sujet et tout ça. Le système, a priori, il se peut qu'il soit un petit peu mieux, mais j'avais déjà testé sur Alpha 7R3, il me paraissait vraiment très très bien. Donc voilà, pour moi, l'autofocus, c'est pas quelque chose de super important. Pour ma pratique photo, encore une fois, pour la vôtre, ça peut être complètement différent. Meilleur buffer, parce que les photos sont plus petites, donc on peut en prendre plus d'affilée en rafale. Un petit peu plus, je crois que c'est à peu près 10% de plus. Ça, c'est pas mal, ça compte quand même, l'air de rien, quand on fait des photos en rafale. Alors ensuite, il y a des questions que j'ai essayé de résoudre, mais j'ai toujours pas trouvé les réponses définitives, mais je commence à me faire mon opinion. J'entends dire souvent que si on a un boîtier avec un capteur à haute densité de mégapixels, avec beaucoup de mégapixels, les 40 mégapixels, les 50 mégapixels, il faut obligatoirement avoir des super objectifs dessus, des objectifs qui coûtent très cher. J'ai fait un petit peu des recherches là-dessus. A priori, c'est pas forcément obligatoire, pas forcément besoin de super objectifs. Le seul truc, c'est que si on n'a pas de super objectif sur ces boîtiers-là, on n'utilise pas le plein potentiel de ces capteurs avec beaucoup de mégapixels. Mais quelque part, bah, c'est pas grave, pourquoi pas. Mais les photos sont pas pires que si je les avais prises avec le même objectif sur un boîtier avec moins de mégapixels. Donc voilà. Deuxième question qui se rapproche un petit peu à ça, c'est que le Alpha 7 III, donc un capteur avec un nombre raisonnable de pixels, 24 mégapixels, serait moins exigeant à la prise de vue. Là c'est pareil, j'ai passé pas mal de temps parce que c'est un truc qui me turlupine depuis longtemps, je vous pose la question dans les lives, j'ai toujours pas de réponse. Ce serait moins exigeant à la prise de vue parce que n'importe quel micro-tremblement se verrait plus sur un capteur avec beaucoup de mégapixels que sur un capteur avec moins de mégapixels. Ce qui est logique parce qu'au niveau du pixel, de chaque pixel, comme il est plus petit, le micro-tremblement va être plus facilement visible. Mais pour moi, la seule question qui importe, c'est toujours la même. C'est si j'imprime ma photo sur un cadre de la même taille pour avoir pris avec deux boîtiers différents, est-ce que je vais avoir une différence? Et est-ce que si je prends une photo avec un micro-tremblement pendant la prise de vue, est-ce que ma photo sur le Alpha 7R3 sera pire que celle du Alpha 7 III ou est-ce que globalement, ce sera le même résultat? Moi, je suis OK sur le fait que ce soit le même résultat. C'est-à-dire que si j'ai mis un micro-tremblement, que j'ai pas bien fait attention à la prise de vue, etc., si j'ai exactement le même résultat qu'avec le Alpha 7 III, je suis content. Et après, si je veux un meilleur résultat, à moi de faire attention, de bien poser sur un trépied, de lever le miroir, etc., pourquoi pas. Mais si c'est pire que sur un boîtier avec moins de mégapixels, là, ça pose problème, parce que je sais d'avance que je ne vais pas systématiquement faire super attention à toutes mes prises de vue, je prends beaucoup de photos à main levée, etc. Et du coup, ce serait un vrai problème. Donc voilà, si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse, ou des articles ou des choses comme ça, parce que j'ai encore du mal à trouver des réponses là-dessus. De ce que j'ai cru comprendre, a priori, ce serait pas pire, ce serait juste pareil. Donc c'est encore une question de, on n'exploite pas le plein potentiel de ces capteurs à beaucoup de mégapixels. Mais si c'est pas pire, c'est pas grave. La question de la rapidité dans Lightroom. Beaucoup disent, quand on a des capteurs avec beaucoup de mégapixels, ça fait des gros fichiers. Effectivement, les fichiers du Alpha 7R3 font faire dans les 40-45 mégaoctets. Et donc du coup, ça rame dans Lightroom, c'est vraiment difficile à traiter, etc. Donc j'ai passé quelques fichiers du Alpha 7R3 que j'ai récupérés sur Internet dans mon Lightroom.
avec les dernières mises à jour qui l'ont rendu un petit peu plus rapide, et je vous avoue que pour moi ce ne serait pas une gêne. Alors j'ai un sur mon PC portable qui est récent et qui du coup tourne plutôt pas mal, mais j'ai vu une différence. La seule différence que j'ai vue, enfin les deux seules différences, c'est quand on zoome à 100% sur une photo. J'ai peut-être une attente d'une seconde pour cette photo-là, là où sur une photo qui fait 20 mégaoctets, ça zoome instantanément. Donc ça c'est une différence, mais je zoome pas souvent à 100% sur les photos. Après, peut-être qu'avoir un capteur avec beaucoup de mégapixels ferait zoomer beaucoup sur les photos. Donc voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est sur la correction du voile. J'ai fait tous les autres réglages, ça se fait instantanément. La correction du voile, ça ne se fait pas instantanément. On bouge un peu le curseur, il faut attendre un peu pour que ça s'applique, alors que sur les autres photos, ça se faisait tout seul. Mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise pas trop souvent, donc je pense que je peux vivre avec. Donc voilà, pour moi, c'est pas un vrai problème. Pareil, le problème du stockage des photos, je garde pas toutes mes photos, je les efface au fur et à mesure, donc ce serait pas un problème de garder quelques photos par an dans ce type de résolution. Et pour moi, le dernier point qui va revenir au premier, c'est sur cet écart de prix de 1200 €. Et je me dis, ces 1200 €, soit on peut les mettre dans des optiques supplémentaires, soit je peux très bien me dire, ces 1200 €, entre guillemets, je les mets de côté et je les utilise pour racheter plutôt un boîtier de la génération suivante. Et du coup, c'est peut-être pas idiot de réfléchir comme ça aussi et de me dire, bah, le Alpha 7 III, serait déjà pour moi un gros bond qualitatif. Je passerai sur du plein format. Il y a tout un autre système Sony, 24 mégapixels, c'est très bien pour plein de choses. Et du coup, ces 1200 € pourraient me permettre, par exemple, de dire, bah, je rachète un nouveau boîtier dans 2 ans plutôt que d'attendre dans 4 ans, par exemple. Et dans 2 ans, très certainement que ces 1200 € permettraient d'avoir un boîtier bien meilleur que le Alpha 7 R3 aujourd'hui. En rajoutant, enfin voilà, je ne dis pas que dans 3 ans, un boîtier à 1200 € sera meilleur que le Alpha 7 R3 aujourd'hui, mais je dis juste que rajouter ces 1200 € à l'enveloppe permettrait d'avoir un super boîtier à mon avis. Donc voilà, j'ai pas fait ma décision encore. Quand je lis un petit peu tout ça, j'ai quand même l'impression que mon cœur penche vers le Alpha 7 R3, mais il y a quand même cet écart de prix qui est important. Et donc du coup, voilà, notamment sur le dernier point, ça peut permettre de changer plus vite de boîtier. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais juste, comme prévu, partager avec vous mon petit bonhomme de chemin. Donc là, ça démarre. Donc voilà, je vais pouvoir un petit peu faire avancer un peu mes réflexions. Là, pour l'instant, on est sur de la théorie et après, on passera à de la pratique. En tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça m'intéresse de lire tous vos commentaires. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, ciao!